Bonjour à tous, un cours de l'or toujours au plus haut, un monde économique bouleversé par le début de la présidence de Trump, mais aussi des craintes de captation de l'épargne des Français, une baisse des taux du livret A et enfin l'accélération sur l'euro numérique. Le monde de l'investissement, de l'épargne et du patrimoine est secoué, traversé par de nombreux changements. Pour nous aider à nous y retrouver, je reçois aujourd'hui dans cet Hors des Pros numéro 7 le PDG du groupe Aucoffre, spécialiste des métaux précieux, Jean-François Faure, bonjour. Bonjour. Et deux invités spécialisés dans le conseil et l'information patrimoniale, éditeurs de nombreuses publications comme la plus connue Libérez votre épargne, qui compte 125 000 abonnés. Tout d'abord, Saturnin Devins, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en crypto, fondateur et éditeur de la publication Crypto et Macro. Et Vivien Léost, vous êtes, bonjour, Bonjour. vous êtes fondateur et éditeur de la lettre Impact imminent. Et vos sujets de prédilection, c'est notamment la protection de l'épargne et du patrimoine. Face aux risques financiers et politiques. Oui. Tout à fait. Messieurs, bonjour. Tout d'abord, on va commencer avec la présidence Trump 2, depuis un peu plus de 2 mois. Vous en tirez quels enseignements, Jean-François Faure ? La présidence Trump la deuxième ne ressemble pas nécessairement au début de la première, puisque pour mémoire, en 2016, on avait eu des marchés qui étaient restés globalement plutôt euphoriques, on va dire jusqu'au Covid. Et là, on a eu un tout début qui a duré quelques jours, peut-être 2 semaines grand maxi, où effectivement on retrouve ce genre de phénomène, et d'ailleurs qui se traduit par une baisse de l'or, un dollar qui était plutôt soutenu. Puis après, on a un président Trump qui va un petit peu dans tous les sens, et de ce fait, les cambistes, les marchés, les traders, même les robots se disent « mais il fait quoi ? On peut se positionner comment ?» Et l'attentisme n'est jamais très porteur pour les marchés haussiers. Donc voilà, on a des marchés qui consolident fortement. Et donc, de manière aussi un petit peu parallèle et collatérale, on a un dollar qui perd de sa valeur. Alors là, c'est lié évidemment aux droits de douane, etc. Et ça, sur le coup, c'est plutôt un socle assez solide pour une nouvelle hausse de l'or. Alors, comme on était déjà sur des records qui eux-mêmes avaient ouvert des horizons où potentiellement on ne voyait pas la fin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plafond très défini, c'est très facile que la moindre annonce un peu porteuse là-dessus vous envoie de suite sur des niveaux très hauts, et on s'est retrouvé là-dedans, et on y est à l'instant où on se parle. Et donc, le record de 3 000 dollars a été franchi très rapidement. Oui, alors ce record facial là, de 3 000 dollars a été franchi, maintenant on va dire facilement. On a fini, je crois, aux alentours de 3 050, 3 060. Pour autant, moi, je garde quand même un véritable record, en tout cas dans ma tête, qui reste à dépasser, qui était en fait le 850 dollars de janvier 1980, qui correspond, bon an, mal an, à un 3300 dollars d'aujourd'hui avec l'inflation passée par là. Alors, Saturnin, vous qui êtes dans les cryptos, Trump, c'est un bon président pour les cryptos. Alors, c'est assez. On va dire qu'il a dépassé les attentes par rapport à tout ce qu'il avait laissé entendre comme promesse lors de sa campagne. Euh, la première chose qui me vient en tête, évidemment, c'est sa décision de créer officiellement une réserve stratégique de Bitcoin financée par le gouvernement américain. Donc, à long terme, ça va avoir un impact phénoménal sur les marchés, puisque je pense que c'est un peu le premier domino qui vient de tomber, qui va probablement donner lieu à d'autres États-nations qui vont suivre ces traces et là aussi intégrer progressivement le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Au-delà de ça, la grosse nouvelle positive de la présidence de Trump, c'est sa position extrêmement favorable par rapport au secteur crypto dans sa globalité et pas uniquement par rapport à l'actif financier Bitcoin. Donc l'ancienne administration était vraiment radicalement opposée aux crypto-monnaies. Il y avait eu un nombre incalculable d'actions coercitives à l'encontre des entreprises américaines crypto. Tout ça maintenant c'est derrière eux. J'ai discuté avec plusieurs membres de cette industrie-là aux États-Unis qui expliquent qu'en quelques semaines, le changement de paradigme a été vraiment énorme. Aujourd'hui, ils sont dans un environnement extrêmement favorable. Au contraire, on les pousse, on les incentivise justement à créer, à développer des solutions dans ce marché-là. Donc à long terme, je suis très très positif par rapport à cette élection de Trump, qu'on aime ou pas le personnage, hein, bien sûr, mais vis-à-vis du secteur crypto. Et même si ces premières semaines à la présidence sont un petit peu tumultueuses en termes
de price action, comme on dirait. Il faut garder, je pense, la vision d'ensemble, dézoomer un petit peu et se rendre compte que pour la crypto et le secteur, c'est un pas de géant qui a été franchi avec cette élection-là. Alors pour vous, Vivien Léost, ça doit être un peu plus compliqué quand même parce que les produits de placement, les actions, ça bouge très vite, ça baisse. Les droits de douane laissent penser que des entreprises vont être en difficulté et des grosses entreprises, des gros secteurs. Oui, alors j'ai le sentiment qu'avec l'élection de Trump et sa politique assez protectionniste et de défense des intérêts assez radicale, les Européens qui n'ont tellement pas l'habitude de défendre leurs propres intérêts ont été étonnés et choqués presque. Et j'y vois une très bonne nouvelle finalement, puisque les Européens prennent conscience qu'ils ont un destin collectif à construire certainement. Et on voit déjà une sorte de... Il y a un plan d'armement, il me semble, de 500 milliards, mais qui englobe pas seulement l'armement en fait, c'est de l'industrie aussi. Et on a vu l'euro qui a fait un bond, on a vu les marchés européens qui ont bondi, alors pas tous les marchés actions, mais il me semble l'indice, donc c'est Stoxx 50, a totalement surperformé depuis le début de l'année le S&P 500, donc la bourse américaine. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Alors potentiellement, on va voir ce que les Européens vont faire comme choix, politiquement bien sûr, je parle des gouvernements. Et à l'échelle individuelle, effectivement, il y a une hausse des risques peut-être financiers, il y a plus de volatilité en tout cas. Et on n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui on va dire de reprendre le contrôle sur son argent, son épargne, son patrimoine. Et il ne faut pas tout laisser au même endroit. Je pense que c'est la principale leçon donc, liée effectivement aux États-Unis, mais dans le contexte international, et la raison pour laquelle l'or est quand même un des premiers choix, l'un des meilleurs choix possibles. Vous avez quasiment dit que Trump avait réussi à faire aux Européens ce que les Européens eux-mêmes n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire les allier, les lier. C'est un peu triste comme constat finalement, parce qu'on peut se dire on est toujours dépendant des Américains d'une manière ou d'une autre. Mais mieux vaut tard que jamais, prendre conscience qu'il y a une industrie incroyable, il y a beaucoup d'ingénieurs en France, en Europe, et surtout en Europe, on a beaucoup de capitaux. Moi, j'espère juste qu'il ne va pas y avoir une forme de j'allais dire confiscation, mais de redirection un peu forcée des capitaux européens vers l'industrie. J'espère que les Européens vont librement choisir d'investir sur leur industrie, qu'ils vont faire confiance, parce que je pense que le seul moyen de créer de la croissance et de la prospérité, c'est via la confiance. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives pour réallouer une partie de son capital aujourd'hui sur les valeurs françaises, européennes. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Oui. Alors, Jean-François Faure, l'or est très haut, vraiment très haut. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne baissera plus. C'est succession de records sur succession de records. Et que se passe-t-il sur la plateforme Aucoffre? Comment les clients vivent ce momentum très positif pour l'or? Si on peut dire qu'il est positif, ça se trouve, vous allez me dire qu'il est un peu négatif, parce que c'est trop haut, j'en sais rien. Non, là, effectivement, on va rester sur une analyse premier degré qui est sur le coup la réalité. C'est-à-dire qu'on parle de l'or, on parle de son record, même quand on parle des cryptos, on parle de l'or aussi. En fait, aujourd'hui, l'or est toujours un élément soit de comparaison, soit de mesure. En fait, voilà, on s'en sert un petit peu comme du sage, un petit peu référent. Après, on a peut-être des fois pour certains un peu en mode complexe de Deep, envie de le dézinguer et de parler d'autre chose. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il réoccupe une place qu'il n'avait pas occupée à ce niveau-là depuis très très longtemps. Alors nous, ça nous va très bien. Et ça se traduit comment du côté de nos clients? Alors déjà, nos clients, ils viennent nous voir parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, il y a un sujet sur leur épargne qui pourrait être sollicité soit volontairement ou involontairement de leur part. Et donc, c'est le côté leur corps défendant qui les gêne un petit peu. Et ils disent, acheter de l'or me permettrait aujourd'hui de faire un arbitrage, peut-être parmi d'autres, me permettant peut-être d'isoler une partie de mon épargne qui pourrait être plus difficilement saisissable, empruntable. Bon, voilà, le vol de l'or n'existe pas. Pour autant, il pourrait être à un moment donné mis un peu sous séquestre ou sous une quelconque forme qui fasse que l'État considère qu'à un moment donné, c'est un peu son actif à lui aussi. C'est arrivé dans l'histoire, que l'État veuille récupérer l'or, ça n'a pas très bien marché. Mais justement, alors ça n'a pas très bien marché aux époques où c'était encore possible. Aujourd'hui, ça devient très très difficile puisqu'on est sur une culture du digital
Et cette culture du digital fait qu'aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et c'est l'assurance vie qui est confisquée. Vous appuyez sur le deuxième bouton à côté, c'est votre euro numérique qui est confisqué. Enfin, globalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de prendre ce qui est accessible par des serveurs informatiques que d'aller attaquer la Suisse. Parce que, par exemple, au port franc de Genève, il y a l'or des Français qui est stocké. Enfin, là, il y aurait ce qu'on appelle une guerre, quoi. Donc, c'est quand même un autre sujet. Donc voilà, nos clients, une grande partie sont là-dessus. Et de ce fait-là, on a des clients qui deviennent, comment dire, presque des évangélistes, c'est-à-dire qui veulent annoncer la bonne parole. Donc là, maintenant, ils nous parlent des repas de famille où ils essaient d'expliquer à tout le monde, mais il faut que tu achètes de l'or, mais t'as pas d'or. Donc voilà, ils en sont là. C'est plus que mainstream. Hein. Ouais, mais voilà, donc ça devient un peu des sortes de super ambassadeurs. Alors, on a toujours eu ça, mais là, c'est un niveau vraiment plus. Et la cerise sur le gâteau, et là, pareil, nous, avant, c'était de manière très, très ponctuelle, mais maintenant, c'est 2-3 par semaine qui nous disent mais ça recrute pas chez Ocoffre, moi, j'aimerais bien quitter mon emploi, venir chez vous. Et le plus drôle, c'est quand c'est les banquiers qui nous le disent. Mais là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc on en est un petit peu là-dessus. Alors, malgré tout, il faut quand même dire qu'on a encore aussi un niveau de vente qui est soutenu. Alors nous, sur des volumes globaux qui sont aujourd'hui très importants, on a quand même des volumes de vente qui sont eux aussi records. Mais par rapport à ceux qui achètent, on est bien en dessous. Et ces volumes de vente qui sont records, on a toujours le même phénomène qui avait commencé en 2023, des gens qui veulent acheter ou se positionner sur des biens immobiliers pour eux ou pour des enfants. Donc ça existe toujours. Et qui profitent des super plus-values qu'ils ont pu réaliser. Donc là, on est quand même sur des clients qui sont rentrés sur la plateforme entre 2009 et 2011, on va dire. Donc depuis, ils ont fait quand même des belles plus-values. Et voilà, ils vont se positionner dans cette logique, mais qui est plus de l'opportunité. Et c'est pas des gens qui partent, c'est des gens qui nous disent, bon, là, je pars parce que je suis sur un coup de feu immobilier, mais je reviens dans 6 mois, le temps que le banquier, il ait vu passer l'argent. Voilà, donc on est plutôt comme ça. Vivien, vous aussi, vos lecteurs vous parlent de l'or ? Oui, énormément. Tous les jours, on reçoit plein de messages, de demandes pour investir sur l'or, comment faire. Et souvent, la première préoccupation, comme le disait Jean-François, c'est la question de la saisie de l'épargne, la confiscation des dépôts, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il me semble que Jean-François a bien résumé l'idée, c'est-à-dire que l'argent, il me semble que c'est 80% ou 90% de l'argent aujourd'hui, et je parle des euros, et purement numérique. Donc c'est un code informatique. Et je voudrais qu'on se mette à la place de nos hommes politiques, de nos dirigeants, alors aux fonctionnaires et politiques, qui ont peut-être des agendas bien chargés, qui sont un peu fatigués. Je pense qu'ils ne vont pas dans des complots extrêmement compliqués. Ils sont très pragmatiques. Ils vont toujours choisir le chemin le plus court, le plus rapide et le plus pratique pour récupérer de l'argent. C'est ce qu'a dit Thierry Breton il n'y a pas longtemps. Effectivement, il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors c'est un peu plus compliqué, bien sûr, en termes on va dire de machinerie, mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour saisir des dépôts. Alors que si vous avez de l'or, même chez vous, d'ailleurs, c'est quand même compliqué pour l'État qui voudrait confisquer l'or des particuliers de débarquer dans chaque maison. Alors l'or est relativement traçable en France, donc il pourrait appliquer une forme de politique confiscatoire, mais c'est pourquoi avoir de l'or effectivement hors du réseau bancaire et si possible en Suisse me semble être une excellente idée, et c'est généralement ce qu'on recommande à la plupart de nos lecteurs. Ouais, alors Saturnin, normalement ça devrait aussi provoquer des grosses pressions sur le Bitcoin et donc sur ces actifs décentralisés et anonymisés. Ça doit être la même chose, c'est la même réflexion commune. Alors, je pense que c'est des actifs qui, à terme, vont finir par être assez corrélés, le Bitcoin et l'or, parce qu'ils répondent à des problématiques vraiment similaires. C'est deux solutions un petit peu au même problème, qui présentent des caractéristiques un petit peu différentes. L'or, j'en détiens évidemment, a l'avantage d'être très très bien installé dans notre culture, très très bien compris, d'avoir un historique qui permet en fait au plus grand nombre d'avoir une confiance quasiment indestructible et inébranlable dans ce placement-là. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'effervescence aujourd'hui chez les particuliers. Je le vois aussi chez mes lecteurs qui d'ailleurs sont toujours avides d'avoir des solutions pour y investir à travers les crypto-monnaies via l'or tokenisé. Je crois que chez Ocoff, justement, vous avez des solutions de ce type-là qui permettent de combiner justement l'actif en tant que tel, l'or, avec
les avantages de la blockchain et des actifs numériques, donc le fait de pouvoir voilà, diviser très facilement un placement en or, de pouvoir le transporter, pardon, ou même payer avec. Maintenant, voilà, je pense que le Bitcoin, à l'heure actuelle, se comporte quand même encore assez différemment en termes d'évolution des prix, parce que c'est un actif qui est plus jeune, plus récent, qui aussi ne cible pas, je pense, le même type de personnes pour l'instant. C'est-à-dire que les personnes qui sont très inquiètes par rapport à tous ces risques qu'on évoque aujourd'hui et qu'on va continuer d'évoquer, vont avoir tendance à s'orienter vers l'or, alors que les personnes qui achètent du Bitcoin, paradoxalement, sont des gens qui sont, je pense, plutôt enthousiastes par rapport à la technologie, à la croissance, à l'avenir. Maintenant, je pense qu'avec les années, il va y avoir une forme de mixité de ces deux populations, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt défensifs, inquiets et adeptes de l'or vont commencer à ouvrir leur esprit par rapport au Bitcoin et à l'intégrer de plus en plus dans leur patrimoine. Je pense que d'ailleurs tu peux l'observer chez Aucoffre avec Cryptcool. Et de l'autre côté, les personnes qui sont aussi très enthousiastes par rapport aux cryptos vont commencer à se dire je vais quand même aussi diversifier sur quelque chose de Elles tangible. vont vieillir, ces personnes, elles vont vieillir. C'est un peu ça, on sait qu'on va tous y passer. C'est ça. Alors après, voilà, comme je dis souvent, je pense que le Bitcoin a, pour moi, un potentiel de croissance à court, moyen et peut-être même long terme supérieur à l'or parce qu'il part de plus loin, tout simplement. Et qu'en termes de caractéristiques techniques, objectivement, il apporte beaucoup plus de flexibilité. Maintenant, je pense que l'or conservera toujours une grosse place dans le portefeuille des investisseurs à l'échelle mondiale parce que déjà, tout le monde ne croit pas dans le Bitcoin. Il y aura toujours des gens qui auront des doutes et qui n'auront pas envie d'investir sur cette classe d'actifs et qui préféreront l'or pour X ou Y raison. Il y a ça peut être culturel ou ça peut juste être simplement des convictions. Donc je suis à long terme et même à court terme d'ailleurs très optimiste sur le cours de ces deux placements. Alors quand on parle de placement de long terme, on pense souvent à la retraite. Alors il se trouve qu'en France, on n'a pas la culture du placement individuel puisqu'on a une retraite par répartition, c'est-à-dire que la retraite, elle est automatiquement payée par son salaire ou une partie de son salaire. Mais on a senti quand même, là, ces derniers temps, que la retraite par répartition avait un peu du plomb dans l'aile et qu'on allait passer de plus en plus dans de la retraite par capitalisation, avec notamment le ministre de l'économie qui dit le PER marche super bien et donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut donc dire que les Français doivent changer leurs habitudes de placement et d'épargne et ça relativement jeune. En fait, il y a ce que l'on voit dans les médias et qui est, entre guillemets, pour un journaliste intéressant. C'est-à-dire que, voilà, montrer des gens qui se battent pour la retraite à 62 ans, voire 60 ans, médiatiquement, c'est intéressant. Après, que ça soit bon ou pas pour le sujet de la retraite, c'est un autre débat. En tout état de cause, nous, ce que l'on voit, et je ne pense pas que ce soit que la population intéressée par l'or qui nous en parle, c'est que systématiquement, et là je vais dire 100% des cas de notre clientèle nous dit, mais moi si je ne pense pas à ma retraite par moi-même et notamment en achetant de l'or, voire même des cryptos aussi pour une population un peu plus jeune, ils savent qu'ils passent à côté de la réalité. Donc je me dis, est-ce que nous, notre population est hors sol et en fait ils vivent sur une autre planète, ou est-ce que c'est tout simplement représentatif de ce que pense la population française, mais de ce que l'on ne voit pas nécessairement dans les médias, parce qu'on considère que le combat, il est ailleurs. Non, aujourd'hui, les Français, quels qu'ils soient, et nous, chez Aucoffre, on est ouvert à des populations qui, pour certains, touchent juste que le SMIC, et d'autres ont la capacité d'amener 2 millions d'euros d'un coup. Et leur discours, il est commun. Je dois commencer à penser à ma retraite, et ça ne m'empêche pas que par le biais de mon salaire, je cotise pour la retraite des anciens qui sont dans ma génération. Voilà. Ouais, Saturnin, vous qui êtes suisse, vous savez qu'il faut cotiser soi-même pour sa retraite. Tout à fait. C'est ce qui est un peu paradoxal avec ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que les Français cotisent à travers leur salaire, c'est pas réellement pour leur retraite, c'est plutôt pour la retraite des aînés, des anciens. C'est le principe d'ailleurs de la retraite par répartition. En Suisse, c'est un petit peu différent. On va dire qu'on a un système de retraite qui est plus orienté sur la responsabilisation des individus. Donc voilà, dès le plus jeune âge, on a une certaine éducation par rapport à tout ça qui nous explique l'importance de se responsabiliser par rapport
à ce qu'on va cotiser. C'est-à-dire que voilà, si vous ne faites rien, grosso modo, à la fin de votre vie active, vous aurez 200 000 euros et une rente minimale, ce qui peut sembler beaucoup dit comme ça, mais qui en réalité, quand on a 65 ans, des enfants, un patrimoine immobilier, des emprunts à rembourser, c'est vraiment rien. Et si vous voulez justement atteindre, par exemple, une somme fixe qu'on vous donne à la retraite de 500 000 ou 1 million et avoir une rente qui s'élève à peut-être 80% de ce que vous touchiez pendant votre vie active, dans ce cas-là, il va falloir, en plus de ça, cotiser tous les mois selon un plan de retraite que vous définissez vous-même avec votre banquier ou votre conseiller financier. Et donc, ça permet de responsabiliser les individus par rapport à la prévoyance, par rapport à la retraite. Et c'est une valeur qui, je trouve, est vraiment, je dirais, presque indispensable à l'échelle d'une population, puisque voilà, chaque individu aujourd'hui se responsabilise, pense au futur, pense à l'avenir, pense à la retraite, anticipe des scénarios pas forcément très réjouissants, mais ça permet aussi d'avoir justement plus de confort une fois qu'on termine sa vie active. On rappelle que le niveau de vie en Suisse n'est pas le même qu'en France, hein, d'où la monnaie, les le chiffres. niveau de vie, tout est différent là-bas, donc il ne faut pas voilà, comparer les chiffres, mais c'est plutôt la logique qu'il faut comparer. D'un côté, on laisse le gouvernement et l'État gérer à 100% notre retraite et celle de toute la population. D'un autre côté, on délègue une petite partie à l'État qui va nous permettre de nous assurer un minimum vital si on n'a pas été prévoyant. Et ensuite, on se responsabilise nous-mêmes en fonction de nos ambitions, de notre désir de confort et de nos besoins pour avoir une retraite plus ou moins élevée à la fin de sa vie active. Alors, Vivien, vous qui êtes qui détestez l'infantilisation des gens par l'État, évidemment, vous préconisez qu'on se débrouille tout seul pour épargner très vite. Oui, tout à fait. Alors, avant de venir, je regardais le nombre d'abonnés de votre chaîne. Vous avez à peu près 100 000 abonnés. Tout à fait. On va partir du principe que la plupart sont peut-être retraités. Désolé pour les autres. Selon l'INSEE, un quart de vos abonnés vont vivre jusqu'à 90 ans. Et plusieurs centaines, peut-être milliers, vont être centenaires. C'est-à-dire que, et je m'adresse en particulier à ceux qui viennent de passer à la retraite ou qui le sont dans 2-3 ans, ils ont devant eux 30 ans, 20 ans, à minima, de vie. Parce que c'est l'une des objections principales, c'est de dire, je suis proche de la retraite ou à la retraite, je ne vais pas me préparer, enfin, je m'en fiche de l'investissement. Donc, la véritable question qu'il faut se poser, et là, c'est une question de conscience, c'est est-ce que vous croyez vraiment que le système actuel va tenir? Est-ce qu'il va tenir encore 20 ans, 30 ans? Je pense que c'est la principale question qu'il faut se poser. Est-ce que vous allez avoir dans 20 ou 30 ans encore une retraite aussi confortable qu'aujourd'hui, enfin, potentiellement pour certains retraités? Il me semble que le système va encore durer quelques années parce qu'il y a un statu quo politique, on ne veut pas trop changer les choses. Mais un jour, ça va forcément voler en éclats parce que les actifs qui payent des taux de cotisation, là, on est au minimum à 17%, est énorme, sachant que les actifs d'aujourd'hui, je pense à un trentenaire, quarantenaire, ils payent d'une part un impôt pour rembourser une partie de la retraite du public. Parce que la retraite du public est déficitaire, donc c'est par les ressources de l'État qu'on compense ces caisses-là. Donc déjà, ils payent une fois la retraite des fonctionnaires. Après, il va payer la retraite des retraités actuels. Et on lui dit aujourd'hui qu'il faut aussi qu'il prépare sa propre retraite. Donc potentiellement, il paye 3 fois. Et en plus de ça, avec un marché immobilier qui est totalement, à des prix délirants, ça ne va pas tenir longtemps, en tout cas, du côté des actifs. Et je ne sais pas s'il faut... en tout cas, les personnes relativement jeunes qui sont en pleine vie active s'organisent d'elles-mêmes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faille leur dire exactement quoi faire. Enfin, ils se renseignent et c'est bien leur proposer des répartitions, le portefeuille d'Harry Brown, acheter du bitcoin, de l'or, effectivement. La question sensible, effectivement, c'est pour les personnes qui sont proches de la retraite ou qui sont tout juste en retraite et qui ont presque toute leur vie misé sur le système et qui n'arrivent pas à croire, qui ont du mal à croire, à accepter plutôt que le système ne va pas continuer à leur distribuer de l'argent. C'est extrêmement compliqué. En tout cas, la question, c'est est-ce que vous pensez que ça va tenir encore 20 ou 30 ans? Moi, je pense que c'est un pari trop risqué. Donc, si vous avez l'aversion au risque, il vaut mieux investir en or, en bitcoin, en actions, que de tout miser, d'investir sur le système par répartition français. Alors, je l'ai dit, le ministre de l'économie a dit que le PER, donc les plans épargne retraite, fonctionnaient du feu de Dieu. Ça veut dire que les gens ont commencé à investir. Mais je sais, là aussi, que vous allez me dire où est cet argent.
C'est déjà bien de commencer avec le PER. Il me semble que c'est pour les... alors, il y a peut-être une logique qui est dommageable avec le PER, c'est que les particuliers le choisissent parce qu'il y a un avantage fiscal. En France, il y a tellement d'impôts qu'on est accro à n'importe quel avantage fiscal sur l'assurance vie, sur le PEA ou autre. C'est intéressant quand même, puisqu'on paye évidemment moins d'impôts. Mais ça peut être un piège. Il ne faut pas être accro à la défiscalisation ou autre. Il faut toujours choisir, et ça, à peu près tous les experts de haut niveau le disent, il faut toujours choisir un placement, un investissement d'abord par rapport à l'activité qu'il y a derrière, par rapport aux plus-values, au retour sur investissement potentiel, plutôt que par la fiscalité. On a vu des centaines de milliers d'investisseurs qui se sont fait piéger avec l'immobilier, avec le Pinel notamment. Donc attention. Après, il me semble que le PER est relativement avantageux aujourd'hui. Il faut rester prudent sur toutes les options que l'État met en avant. Alors, on va continuer. Oui, ça tourne. Non, par rapport à ça, il y a un truc qui me semble important de dire aussi. En Suisse, je reprends l'exemple de la Suisse, on a des systèmes très similaires au PER qui donnent à la fois droit à un avantage fiscal et qui offrent certaines garanties à la retraite. Moi, personnellement, ce qui me met à l'aise dans le fait de cotiser dans ces solutions-là, c'est que j'ai extrêmement confiance dans le système financier suisse, que ce soit le secteur bancaire, mais aussi l'État derrière qui est capable de, on va dire, soutenir ce système-là si jamais il devait y avoir des défaillances. On l'a vu récemment. Voilà, avec le Crédit Suisse, typiquement, qui a fait faillite. Bon, c'est regrettable, mais derrière, la Confédération a step in pour justement assurer l'argent des citoyens qui étaient à risque. Je pense qu'en France et en Europe plus largement, la situation est un peu plus complexe. Et pour moi, les placements bancaires, même s'ils peuvent être avantageux fiscalement, présente un risque très élevé et c'est pour ça que j'aurais tendance plutôt, si j'étais résident fiscal français et que je misais sur une retraite en France, à assurer une bonne partie de cette retraite hors du système bancaire, en parallèle bien sûr de souscrire à des livrets d'assurance pour l'avantage fiscal notamment et puis pour la diversification parce qu'on n'a pas envie de tout gérer soi-même non plus. Petit sujet quand même sur la fiscalité parce qu'on en parlait par rapport à la retraite. Il faut se souvenir que l'or détenu plus de 22 ans, la fiscalité sur les plus-values, donc qui est une option, tombe à zéro puisqu'elle est dégressive de 5% tous les ans à partir de la 3e année. Donc c'est quand même un bon plan intéressant. Dans cette logique long terme, on achète l'or, on l'oublie et au bout de 22 ans, enfin au regard de la loi telle qu'elle est à cet instant, on a cette dégressivité qui permet de ne pas avoir de fiscalité en bout de course. Ouais, Jean-François, je voulais vous relancer sur ce sujet-là, sur le fait que vos membres ou vos clients parlent-ils beaucoup de débancarisation, mais aussi de définanciarisation, puisque là, sur les PER, on est sur des obligations beaucoup, et donc sur de la dette d'État, et on a vu avec le Crédit Suisse que même avoir des bons du Trésor, ça pouvait aussi poser problème. Alors moi pour ma partie en fait sur la partie débancarisation, donc ça bon globalement c'est un peu ce que nous évoquent nos clients et puis même nous dans notre mindset on est aussi un petit peu comme ça. D'abord voulant dire que débancariser ne veut pas dire avoir 0 € dans la banque, c'est juste avoir sur un compte à vue l'équivalent de 1 ou 2 salaires pour payer les affaires courantes, avoir sur un compte d'épargne 3-4 salaires, voilà. Et le reste sur des actifs divers et variés. Par contre, la définanciarisation, c'est là où nous, on a une clientèle qui fait une distinction entre ce qui est lié, malgré tout, encore plus ou moins à l'univers de la banque et ce qui est lié à l'univers de l'entreprise. Nous, nos clients qui achètent de l'or, qui achètent de la crypto et qui sont dans les tranches... je vais dire jeunes de 40 ans, voilà, sont quand même très intéressés par les actions parce que souvent on dit que le client acheteur de l'or est quelqu'un qui est voilà, sur des actifs stériles, qui veut quelque chose qui ne bouge pas, etc. C'est absolument faux. En fait, l'or est un élément pour assumer une forme de liberté quand tout le monde tombe et que le reste du monde s'écroule. Les actions sont la représentation du dynamisme du monde. Dynamisme du monde qui peut être, il y a quelques semaines, peut-être des sociétés dans l'univers, je sais pas, de l'éco-responsabilité et qui aujourd'hui vont être plutôt orientées sur la fabrication de bombes et d'armements. En tout état de cause, on en est... c'est pas les mêmes critères ESG. C'est pas les mêmes critères ESG, mais visiblement, ils vont réussir à les mettre dans le même panier. C'est ça qui est génial et drôle à observer. Mais voilà, donc on est sur des gens qui...
savent qu'on est dans un monde qui est vivant. Ce ne sont pas des clients à moitié morts qu'on a, ce sont des gens ultra dynamiques. Et je peux vous dire que là, qu'ils aient 18 ans ou 86, ils sont à peu près tous à même rangée, au même niveau. Donc, et ça me fait plaisir de le voir parce que moi, à la base, je suis quand même un entrepreneur et je ne suis pas venu dans l'univers de l'or parce que je voulais faire tapis, rester tranquille dans mon coin et aller jouer au golf. Au contraire, j'étais dans une logique de mettre à l'abri quelque chose qui pouvait un jour me servir pour ma liberté et notamment la liberté de mon entreprise. Donc voilà, il y a quand même... D'ailleurs, vous avez un certain nombre de clients qui sont actionnaires d'une ou plusieurs entreprises du groupe Au Coffre. Oui, tout à fait. Ça faisait partie vraiment des choses qui me semblaient importantes à la base. Venant du monde des startups, parce que j'ai monté ma première activité, il y aura d'ailleurs 30 ans cette année, je savais que la levée de fonds était un biais organisationnel sur le développement d'une entreprise qui faisait qu'à partir du moment où on avait signé ça, on devait pouvoir la revendre dans les 5-7 ans maximum qui suivaient. Est-ce que c'était le bon momentum? En tout cas, moi, pour une activité telle qu'Au Coffre, je ne le pensais pas. Ce qui fait que dès le départ, j'ai préféré plutôt avoir un actionnariat de clients, qui sont des gens qui sont dans le même mood que moi. Qui sont utilisateurs, qui connaissent le produit. Exactement, donc qui connaissent le produit, mais en plus, dans cette logique d'actionnariat, ils peuvent même mettre en mode privilégié où on leur parle un petit peu des projets, ils les valident, ils nous challenge, etc. Et ça, grand bien nous en a fait. On l'a fait plusieurs fois pour Au Coffre. En 2010 pour des logiques de BFR parce que tout simplement la boîte était en train de se développer et on était un petit peu en surchauffe. En 2014 parce qu'on avait un cap à franchir et notamment le fait de financer l'existence de Veracash. Et puis en 2020-21, la croissance de Veracash, d'ailleurs l'investissement de l'époque de nos clients, aujourd'hui on le voit dans les retours qu'on peut avoir sur l'activité et heureusement qu'on a eu nos clients qui ont été là pour nous aider. Donc voilà, cette logique entrepreneuriale, elle n'est jamais très loin de gens comme moi, mais sur le coup, clairement, de notre clientèle. Et moi, ce qui me fait toujours rire, justement, c'est ces clients qui ont autour de 80 ans et qui tiennent ce genre de discours. Et pas nécessairement avec un conseiller ou un chargé de clientèle Au Coffre ou Veracash, mais qui peut être un chargé de clientèle Cryptcool, donc ce qui veut dire qu'ils sont en plus en train d'acheter des cryptos. Alors, Vivien, quand on parle là de gens qui arriveraient à investir ailleurs que dans la finance, j'allais dire traditionnelle, on a quand même une réalité, c'est qu'en France, alors ce mois-ci, le livret A a été en décollecte parce que le taux a baissé et est passé à 2,4, mais l'assurance vie a battu son record d'encours, donc 2 milliards d'euros d'encours. Les Français, ils ne sont pas encore prêts. 2000 milliards d'euros d'encours. Les Français ne sont pas encore prêts à passer en dehors des radars de la finance tradie. Non, encore une fois, c'est la question de l'avantage fiscal et en l'occurrence successoral qui peut tout à fait se comprendre. Dans nos newsletters, on ne recommande pas forcément de couper totalement l'assurance vie, de fermer son assurance vie. Ça dépend effectivement des objectifs et de l'horizon de temps qu'on a. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas tout laisser ses œufs dans le même panier, avoir tout son argent. On a beaucoup de lecteurs qui nous disent moi, j'ai un livret A, j'ai une assurance vie et j'ai de l'immobilier. En fait, ces trois placements, ils sont directement ou indirectement liés à l'État. L'immobilier, quand même, est très dépendant en France de l'État français. Et je voudrais compléter ce qu'on disait sur Pourquoi vous dites que l'immobilier est lié à l'État français ? C'est-à-dire que l'immobilier, par définition, est fixe, il est mobile à un endroit. Donc, d'un jour à l'autre, alors j'exagère un peu, hein, ça prend au moins une année pour le faire, mais on peut augmenter la fiscalité d'un bien immobilier. Il n'y a pas que l'État, il y a des collectivités qui peuvent augmenter. On peut préempter aussi un bien. Effectivement, on peut récupérer un bien, on peut appliquer une nouvelle loi. Si demain, on estime que votre logement, en fait, ce qui est déjà le cas, consomme trop d'énergie, vous ne pouvez plus le louer, peut-être plus le vendre. On peut ruiner le marché aussi. Exactement, en fait. L'immobilier est totalement vulnérable à la merci de l'État. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a un peu découvert avec l'augmentation des taux. C'est-à-dire que jusque-là, le français, la pierre, c'était intouchable. Ouais. Je voudrais compléter quelque chose sur le PER, donc c'est lié à l'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez suivi cette nouvelle, mais chaque année, depuis 5-6 ans, le gouvernement, via le Parlement, essaie de faire passer une loi pour récupérer la gestion de l'AGIC-ARCO, qui est la retraite complémentaire privée, qui est excédentaire, il me semble, de 60-70 milliards, chiffre à vérifier, mais elle est largement excédentaire. Et c'est-à-dire que le gouvernement reproche presque à
à la caisse privée d'être bien gérée, et donc il veut récupérer, je la fais simple, hein, ils disent pas exactement ça au départ, mais ils veulent récupérer l'argent de l'Agirc Arrco. Sur le PER, il pourrait tout à fait un jour avoir la même logique. Et d'une certaine manière, si ça vous arrive, si vous en êtes victime, j'ai presque envie de dire, c'est un peu de votre faute. C'est-à-dire que vous misez tout sur l'État et après vous dites « Ah, ben, je suis pas content, je vais faire une pétition, je vais peut-être protester ou autre ». Mais c'est aussi effectivement de votre faute si vous misez tout sur l'État. Alors moi, j'aime l'État hein, quand il défend les citoyens, quand il est sur la sécurité, quand il se centre sur ses missions régaliennes. Mais est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui que l'État gère absolument tout, tous les aspects de notre vie et de l'argent? Et on parle beaucoup d'assistés et d'assistanat par exemple, quand on parle du logement social, quand on parle de cette fameuse aide pour la réparation des vêtements. Si vous avez un trou dans votre pantalon, vous pouvez avoir une aide de l'État. Mais en fait, même quand on est relativement riche ou aisé, on peut être aussi un peu assisté par l'État qui gère votre argent à votre place. Et le niveau de risque est très élevé. Ça ne me paraît pas raisonnable, effectivement. Alors, on a cru à un moment que l'État français allait utiliser l'argent du livret A, des livrets réglementés, pour financer l'effort de guerre, en l'occurrence financer l'industrie de l'armement. Finalement, ce n'est pas comme ça que ça semble se passer. Alors vous qui êtes suisse, Saturnin, l'armée en Suisse et la responsabilité citoyenne sur la défense du pays, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. On dit souvent que vous avez tous une arme et que vous êtes prêts à combattre. Alors déjà, effectivement, en Suisse, on a un service militaire obligatoire chez les hommes en tout cas. Et ce qui fait que... Alors, il y a plusieurs avantages à ça. Il y a une superbe mixité sociale, on va dire, puisque tous les jeunes de 18 à 25 ans se retrouvent à l'armée. Et puis, ça crée une vraie cohésion. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous disiez avant et sur à quel point l'épargne des Français devient en fait un outil pour l'État aujourd'hui, que ce soit pour financer justement le réarmement européen ou d'autres choses. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un record de 2000 milliards d'encours dans les assurances vie. Je pense que dans le livret A, on doit être à plusieurs centaines de milliards aussi. Et comme par hasard, la dette publique française s'élève à peu près, je crois, à 3000 milliards de dollars. Et pour moi, une des raisons qui fait que l'État français n'est pas encore en faillite, arrive encore à emprunter de l'argent sur les marchés et toujours noté double A par les agences de notation, est que il y a justement une énorme manne financière à disposition, accessible quasiment en un clic sur un bouton. Et pour moi, on devrait peut-être renommer cette assurance vie assurance de l'État français en réalité, parce que c'est réellement ça. C'est l'assurance de l'État français, du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui fait qu'il n'est pas en faillite. C'est parce qu'il a accès justement à cette manne financière et qui peut ensuite rediriger pour ce que bon lui semble. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de rembourser la dette publique, donc il va l'utiliser pour financer le réarmement ou une autre mesure sociale, mais un jour, ça pourrait être justement pour rembourser des créanciers. Et à ce moment-là, les Français qui ont laissé tout leur argent dans ces placements-là pourraient se retrouver un petit peu lésés. Ouais, la réalité, c'est que dans les assurances vie, il y a souvent des obligations d'État, donc de la dette. De la dette, exactement. Jean-François Faure, l'or et la guerre, sur le coup, c'est un peu une passion entre l'or et la guerre, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres, l'or est monté. L'or a été très utilisé dans les guerres parce qu'il fallait... les Ukrainiens sont partis avec des pièces d'or, les pilotes anglais partaient avec des souverains. Finalement, est-ce que, là encore, un effort de guerre va servir l'or, à votre avis, ou pas du tout? Là, on n'est pas dans le même cas. En fait, il va indirectement servir l'or parce que l'effort de guerre va continuer à accentuer la perte de valeur de nos monnaies. Et donc, facialement, quand vous allez avoir un dollar, un euro qui passe qu'il sera adossé à 2, 3 fois ou 4 fois plus de dettes, eh bien, vous allez avoir un cours de l'or qui, tout à coup, exprimé dans ces monnaies de plus en plus pourries, aura des niveaux que l'on ne connaît même pas aujourd'hui. Est-ce que l'or, en dehors de ces monnaies, vaudra plus qu'avant ? Globalement, je pense que l'or permettra d'acheter les mêmes choses qu'avant, mais tout vaudra plus cher. Et donc, on revient sur ce phénomène classique de est-ce qu'il faut vraiment discuter de l'or ou est-ce qu'il faut surtout discuter de nos monnaies ? Et c'est là le gros point fondamental, c'est que ces monnaies, en fait, et justement, pour parler des guerres, ce qui est intéressant, et pour en venir à l'or,
les guerres ont aussi tué l'or d'une certaine manière dans son volet justement de monnaie officielle. Par exemple, en Europe, l'or était, dans une logique de bipétalisme avec l'argent métal, c'était le socle de nos monnaies. En France, évidemment, mais partout ailleurs en Europe. Vous avez une guerre de 14-18 qui ne peut pas se financer avec le stock d'or que l'on avait, parce que sur le coup, la guerre, elle s'arrêtait 1 an et demi, 2 ans après, mais tant mieux, on aurait eu sur le coup beaucoup moins de morts. Et cette guerre a pu continuer à être financée par des emprunts, notamment auprès des Américains, etc., qui ont fait que la guerre a duré plus longtemps. Bien ou pas bien, en tout état de cause, ça fait plein de morts, donc ça, on sait que c'est extrêmement négatif. Et après coup, il était impossible de revenir en étalant or parce que le modèle n'était plus raccordable à un stock d'or qui n'était pas cohérent. Les Anglais, d'ailleurs, dans les années 20, ont tenté de revenir à l'étalon or. Et souvent, on indique que ce retour à l'étalon or des Anglais est une des raisons de la crise de 29. Parce que justement, on se retrouvait avec des monnaies qui étaient incohérentes face à un stock d'or. Donc, voilà, ce jeu entre les guerres et l'or s'est passé un petit peu de cette manière. Si je peux ajouter quelque chose, Bien je suis tout sûr. à fait d'accord avec ça. On a observé un petit peu le même phénomène post-Seconde Guerre mondiale, retour à l'étalon or, à une forme d'étalon or, on va dire, avec les accords de Bretton Woods. Donc voilà, le dollar réserve de monnaie de réserve mondiale, mais le dollar est à l'époque indexé à l'or des pays qui est stocké aux États-Unis. Et puis les États-Unis s'embarquent dans une guerre extrêmement coûteuse au Vietnam qui s'éternise, qui coûte énormément d'argent et au bout d'un moment, commence à imprimer des dollars qui n'est plus adossé à des réserves d'or physiques pour financer cette guerre. Au bout d'un moment, les gouvernements, notamment d'ailleurs à l'époque, Charles de Gaulle s'était déjà exprimé plusieurs fois à la télé pour dire que il doutait tout simplement des bienfaits du dollar comme réserve de valeur parce qu'on donnait tout le pouvoir aux Américains. Et Ouais, il supportait pas bien, Charles de Gaulle, que les Exactement. États-Unis se développent sur le dos des ça. autres. Et puis ensuite, Pompidou, en 1972, je crois, a carrément demandé en fait aux Américains de récupérer l'or qui était stocké, l'or des Français qui était stocké aux États-Unis, parce qu'ils n'avaient plus confiance justement dans leur capacité. Donc ils ont échangé des dollars contre de l'or dans le sens inverse. Et puis, comme par hasard, quelques mois après seulement, on a cette intervention de Nixon qui dit qu'il va temporairement arrêter l'étalon or et La convertibilité la en convertibilité, dollars. et puis qui n'a jamais été rétabli depuis. Et en fait, à nouveau, tout ça pour dire que c'était principalement lié à un conflit militaire qui durait, parce qu'il n'y a rien de plus coûteux pour un gouvernement qu'une guerre. Et on ne peut pas faire une guerre éternelle quand on a une monnaie indexée à une ressource finie. On est obligé de réquisitionner l'épargne des citoyens. Un point important justement par rapport à la monnaie, on dit qu'aujourd'hui on ne pourrait pas revenir à une forme d'étalon or, etc. parce que justement on est sur des modèles de croissance qui sont insoutenables. Et puis de masse monétaire. Oui, de masse monétaire. Qui ne correspond plus au stock d'or. Oui, bien sûr, mais alors après, limite, on pourrait dire aujourd'hui, voilà, le cours de l'or, c'est pas 3000, c'est 300 000, je caricature. Et ce qu'on est capable... Certaines personnes ont parlé de 11 000 oui, euros. Par exemple, il faudrait refaire les calculs, mais comment dire, souvent on dit que l'or n'est pas fractionnable, l'unité de l'or c'est le kilo sous forme de lingot. Non, en fait, c'est comme le Satoshi dans le Bitcoin. Si on veut mettre 10 chiffres ou 8 chiffres après la virgule, on le fait. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout état de cause, ce que l'on a connu, c'est un 19e siècle où la monnaie c'était de l'or et de l'argent. Et est-ce que le 19e siècle est connu pour avoir été une période qui n'a pas été créative, qui n'a pas été génératrice sur le plan industriel, etc. Alors aujourd'hui, l'industrie, c'est pas nécessairement des grosses cheminées avec plein de fumée, hein. Ça peut être des choses même vertueuses, donc qui pourraient être créées aujourd'hui. Et donc avec une monnaie un peu vertueuse qui vous explique pas que demain, vous allez pouvoir en imprimer comme vous voulez, ce qui fait que toutes les règles du jeu sont changées tous les jours, et où les entreprises ne peuvent pas s'accrocher sur quelque chose d'un peu stable. Et qui fait que beaucoup d'entrepreneurs aiment bien la Suisse parce que justement en Suisse, on a l'impression que les choses sont un peu plus stabilisées, qu'elles ne bougent pas trop, qu'il y a une monnaie qui nous semble un petit peu plus cohérente sur ses fondements, qui est peut-être pas aussi bien que l'or si c'était une monnaie, mais en tout cas de cause, elle a l'avantage d'être utilisée dans le quotidien. Et c'est ça, ce genre de questions qu'il faudrait se reposer. On sait que les gouvernements ne se la posent pas parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas jouer ce genre de jeu. Et c'est pour ces mêmes raisons, d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, par exemple, du Bitcoin, qui...
je dirais, dans son combat ultime. Alors moi, je considère qu'aujourd'hui, les chemins Bitcoin et or sont 2 chemins différents, mais par contre, il y a un but ultime, qui est un sommet de montagne, et le Bitcoin pourrait parfaitement lui aussi avoir sa place là-dedans, au même titre qu'aujourd'hui, d'ailleurs, n'importe quel pays a une réserve de change avec une variété de devises. On a du dollar, on a de l'euro, on a du yuan, et ben on peut tout à fait avoir de l'or, et c'est le cas, comme on pourrait avoir à terme du Bitcoin, et ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, ou de l'argent, etc., ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, on remonétise ou on monétise ces assets, et on leur donne, peut-être pour un futur plus ou moins proche, en tout cas, les prémices d'actifs monétaires réellement utilisables à minima par des banques centrales. Mais nous aurons, avant cela, l'euro numérique. Ouais, Le d'ailleurs, fameux. malheureusement, je pense que pour en arriver à cette vision un peu ultime, il va falloir passer par une forme de reset complet du système financier qui n'arrivera, je pense, que après un effondrement. D'ailleurs, on l'a observé plusieurs fois dans l'histoire, hein, les grands changements du système monétaire et financier ont toujours été faits un petit peu dans la douleur. Et je pense que l'euro numérique, justement, peut être un petit peu l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est un peu le dernier baroud d'honneur, à mon avis, des banques centrales qui tentent coûte que coûte de sauver leur système qui ne marche pas, qui est basé sur l'inflation et la création monétaire. Les gens essayent de fuir ce système coûte que coûte. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a des radeaux de sauvetage aujourd'hui. Il y a l'euro, pardon, il y a certainement pas l'euro, il y a le Bitcoin, il y a l'or, il y a le franc suisse. Et en fait, il y a quelques alternatives aujourd'hui. Et la Banque Centrale Européenne, les gouvernements, et puis partout dans le monde, hein, les banques centrales mondiales essayent de mettre des barrières pour empêcher les citoyens, les épargnants de sortir de ce système, parce que plus des gens sortent de ce système, plus ce système s'affaiblit et plus il se dirige vers un effondrement. Donc eux, ben, forcément, c'est leur boulot de maintenir ce système à flot. Donc ben, ils finissent par faire avoir recours à des mesures extrêmes comme la création d'une monnaie numérique qui, en fait, comme je le disais, est un outil de contrôle qui en fait, est une forme de piège. Une fois qu'on aura tout notre argent et notre système financier reposera sur cet outil-là, ce sera beaucoup plus compliqué d'en sortir et de se protéger. Vivien Léost, l'euro numérique, monnaie numérique de banque centrale, vous aussi, vous n'y croyez pas? Parce que là, pour l'instant, c'est annoncé pour octobre 2025 avec mise en service en 2026. Hein. Alors, je me mets à la place d'un petit épargnant en déposant, enfin pas forcément petit, hein, ça peut être un grand déposant, un petit épargnant. Je sais pas, enfin, ça vous est sûrement déjà arrivé d'aller à la banque, au guichet de la banque, de demander de retirer de l'argent et vous devez vous justifier pourquoi vous retirez de l'argent. Si vous achetez de l'or, des crypto-monnaies ou des actions, vous faites un virement et parfois votre banque bloque le virement et elle vous demande de vous justifier. Très souvent, malheureusement. Je pense que c'est arrivé à des milliers d'abonnés de la chaîne aucoffre.com. Ça arrive tous les jours. En tout cas, nous, avec Saturnin, on reçoit des messages en ce sens. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre propre argent, qui est en fait numérisé déjà, vous devez vous justifier auprès du banquier. Qu'est-ce qui va se passer quand demain, on aura un euro numérique et que ce sera donc 100% numérisé et en plus dans les mains de la Banque centrale? Donc là, il y aura un contrôle total. Et moi, c'est ce que je crains le plus, finalement. C'est qu'on perde le contrôle et le pouvoir qu'on peut avoir sur l'argent. Et on sait que le premier outil pour contrôler une société ou renverser une société, c'est de contrôler sa monnaie. Et donc, faisons attention à cette centralisation. Raison pour laquelle le Bitcoin et l'or sont sûrement les deux principales protections. Alors, il faut le défendre d'un point de vue aussi juridique, avec du lobbying, j'ose le dire, ou de l'influence pour avoir des lois assez favorables à l'utilisation de l'or ou la détention de l'or et du Bitcoin. Jean-François Fort, l'euro numérique pour bientôt sur la plateforme Aucoffre. Oui, alors, je pense pas, et même certainement pas. Il y aura peut-être de l'euro numérique, mais il ne sera pas émis par la BCE sur Cryptcool en tout cas. Et ça, on parlera peut-être de projets pour le futur. En tout état de cause, pour nous, l'euro numérique, ça nous semble être une forme de monstre qui est, comment dire, un vilain ménage, assemblage entre un Monéo qui est mort dans les années 2000 et une sorte de cash qui, sur le coup, ne sera pas anonyme. Et alors, tiens, justement, petite parenthèse sur l'anonymat. Est-ce que être dans une logique d'anonymat est quelque chose qui est nécessairement rédhibitoire, vu comme potentiellement illégal, etc.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir le droit à de l'anonymat sans être un vilain... Un trafiquant de drogue. Ah, exactement. Donc ça, c'est tout simplement un droit qui est un petit peu basique en Europe. Pour preuve, d'ailleurs, on a la RGPD qui est censée nous protéger sur nos datas, etc. Donc pourquoi on n'aurait pas une protection aussi sur notre usage monétaire en, entre guillemets, bon père de famille? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a un modèle d'État aujourd'hui en Europe qui nous dit que dans 10 ans, on a le même modèle d'État. Qui nous dit que dans 10 ans, on n'a pas des fous à la tête de l'Europe, si tant est qu'on n'en ait pas déjà. Si un euro numérique existe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le troisième bouton qui se rajoute à ceux dont on avait parlé tout à l'heure, qui est immédiatement utilisable, réquisitionnable pour les biens de cet État voyou. Donc ça fait partie de ces points importants. Moi, aujourd'hui, je dirais que utiliser cet euro numérique, c'est un petit peu comme si je décidais d'avoir de l'or, non pas chez moi ou dans les coffres d'Ocoff ou d'un confrère à nous, mais dans une banque. Alors, sachant qu'à la base, si on achète de l'or, c'est plutôt pour se protéger des banques. Mais en plus, cet or, il est un peu bizarre, il rouille. Voilà, donc là, on est exactement sur ce genre de... Il est très très bizarre, votre or. Donc voilà, on va peut-être éviter. Moi, je le vois plutôt très très mal. Et surtout, ça va être illisible par les Français. C'est-à-dire, expliquer aujourd'hui à un Français, à un Européen même qui est Master 10, qui vous explique la différence entre les euros qu'il va avoir à sa banque, avec son banquier, sur sa carte de paiement, et éventuellement sur cette même carte de paiement, une forme de mini wallet ou je sais pas quoi, qui permet d'utiliser un semi-cash. Dans ce cas, autant l'avoir dans la poche, même si ça occupe un peu de place, mais au moins, il n'y a pas votre nom qui est marqué dessus, quoi. En fait, c'est simple, hein. L'euro numérique, c'est un billet de banque sur lequel il y a le nom de toutes les personnes qui l'ont détenu avant vous, de toutes les transactions qui ont été faites et qui en plus s'effritent avec les années parce qu'ils parlent même d'avoir un taux d'intérêt négatif. En tout cas, la possibilité de le faire. Donc, au début, ils le présenteront comme une mesure d'urgence pour stimuler la consommation, relancer l'économie, etc. Et puis, un peu comme les caméras à Paris pendant les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui va probablement rester. Une fois qu'ils l'auront fait, en fait, une fois qu'on confie autant de pouvoir à une institution, il y a très peu de chances que derrière ils le redonnent en fait et disent en fait non c'est bon, on va vous laisser gérer ça. Ils sont en train de réinventer la monnaie fondante. Sauf que la monnaie fondante, moi je suis plutôt fan, mais quand c'est à intégrer à un système global où tout le monde joue le même jeu et qu'on est dans une logique où ça permet de dynamiser l'économie en faisant circuler la monnaie, parce qu'on sait que si on la garde, elle va perdre de la valeur. Et c'est un système où on a aussi une différence entre cette monnaie fondante et des actifs de thésaurisation, et les deux sont bien séparés. Sauf qu'aujourd'hui, l'euro et le dollar, etc., a cette particularité d'être à la fois un outil de thésaurisation. Pour preuve, les banques centrales en détiennent comme actif. Et c'est aussi un actif circulant. Moi, je dirais que s'ils veulent jouer ce jeu, il vaut mieux qu'ils fassent un peu comme ces pays où vous avez deux devises. La devise des touristes, entre guillemets, et puis la devise locale. Peut-être que ça peut se tenter. Mais en tout état de cause, là, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu un monstre. Parce que peut-être qu'à la base, il y avait une très bonne idée. Mais telle qu'elle a été concrétisée, en fait, on a oublié la raison pour laquelle on l'avait faite à la base. C'est un peu comme ces fameuses lois qui arrivent et qui sont super intéressantes sur le papier, mais une fois qu'elles ont reçu les 20 000 amendements qu'il fallait, à la fin, ça ressemble à un truc, mais qui est plutôt indigeste. Très bien. Et puis, pour une conclusion. Voilà, j'allais dire positive pour le coup. On a, je trouve, un vrai vent d'optimisme qui vient des États-Unis sur le sujet justement des monnaies numériques de banque centrale, puisque la Réserve fédérale, sous l'impulsion de la nouvelle administration, a expliqué et annoncé qu'elle ne travaillerait jamais sur un projet de dollar numérique et qu'ils abandonnaient totalement le projet. On a aussi un signal assez positif du côté des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'or. Donc on encourage là-bas les particuliers à détenir ces placements-là pour justement protéger leur épargne et investir. Donc voilà, très positif. Et puis enfin, un dernier point, pas des moindres aussi, j'ai l'impression qu'on encourage de plus en plus là-bas le gouvernement à réduire ses déficits et à avoir une politique monétaire un petit peu plus saine, on va dire. Donc j'espère que voilà, on subira cette influence positive dans les prochains mois en Europe et qu'on aura justement des lois qui vont dans ce sens-là.
Saturnin Devins, Vivien Léost et Jean-François Faure, merci beaucoup pour cette Hors des Pros numéro 7. Nous avons fait, comme d'habitude, un tour complet de l'actualité et des événements et des éléments importants dans l'investissement, l'épargne et le patrimoine. Merci à tous et à la prochaine fois.